Rouen, printemps 1966. La ville au clocher gothique, enveloppée d'une brume matinale qui danse sur la Seine, accueille la naissance d'Estelle Lefébure le 11 mai dans une clinique modeste du quartier Saint-Sever. Fille unique d'un père employé municipal aux épaules larges et d'une mère couturière aux doigts agiles. Elle grandit dans un appartement haussmannien au plafond haut mais aux murs humides, où les repas du soir tournent autour de ragots locaux et de partitions jaunies. Son père, passionné de jazz appris dans les bals musettes d'après-guerre, joue du saxophone dans des cafés enfumés, instillant en elle un rythme syncopé. Sa mère, veillant sur les robes de mariée cousues à la main, lui enseigne la précision des gestes et l'art de la pose, en la faisant défiler devant le miroir pour des jeux innocents. Estelle, avec ses cheveux blonds ondulés et ses yeux d'un bleu arctique, passe ses premières années à explorer les berges boueuses du fleuve, ramassant des galets lisses comme des trésors, ignorant encore que son corps gracile deviendrait un atout précieux. L'enfant s'épanouit entre les tours de la cathédrale Notre-Dame et les marchés animés de la place du Vieux Marché, où elle accompagne sa mère pour choisir des tissus chatoyants. À l'école primaire Jean de la Paille, Estelle se distingue par une timidité apparente qui cache une assurance naissante. Elle excelle en gymnastique, enchaînant des sauts périlleux sur les tapis usés, et en dessin, croquant des portraits de camarades avec une finesse qui intrigue ses professeurs. Pourtant, les années collégiales au lycée Corneille apportent des tourments. À 14 ans, un déménagement familial pour un poste mieux rémunéré de son père la confronte à l'anonymat d'un nouveau quartier, où elle se réfugie dans des magazines de mode glanés chez le coiffeur, fascinant par les silhouettes élancées de Twiggy et Verouchka. Ses idoles, découpées et collées sur les murs de sa chambre, deviennent des phares. Elle imite leur posture devant le miroir, mesurant sa taille de guêpe naissante, et rêve de monde où le corps est une arme de conquête plutôt qu'un fardeau adolescent. La transition vers l'âge adulte est un pont tendu entre la Normandie et l'appel de la capitale. À 17 ans, Estelle quitte Rouen pour Paris, poussée par une amie mannequin qui l'introduit dans une agence mineure du 9e arrondissement. Ses premiers castings, dans des studios au néon cru, la confrontent à la dureté du métier. Rejet pour un menton jugé trop anguleux, mesures interminables sous des regards froids. Pourtant, en 1983, un contrat pour une campagne de jeans la propulse sur les podiums. Elle défile pour Kenso lors d'une semaine de la mode, son allure fraîche et athlétique captivant les photographes. Ses débuts, analysés comme un tremplin forgé dans l'adversité, révèlent une jeune femme pragmatique, la Normande, habituée aux marées changeantes de la Seine, apprend vite à naviguer les courants impitoyables de la mode, transformant ses doutes en une détermination silencieuse qui la portera loin, Paris, milieu des années 1980. La capitale vrombit au rythme des nuits folles du Palace et des shootings effrénés le long de la rue du Faubourg Saint-Honoré, et Estelle Lefébure, à 20 ans, devient l'une des égéries de cette effervescence. Signée par l'agence Élite en 1984, elle enchaîne les campagnes pour L'Oréal et Revlon, son visage aux pommettes hautes, illuminant les couvertures de Elle et Vogue. À 1,75 mètres, avec une silhouette filiforme et un port de reine normande, elle défile pour Chanel sous le regard admiratif de Karl Lagerfeld, qui la surnomme la fille de la brume pour sa grâce éthérée. En 1985, un contrat avec Yves Saint Laurent la propulse à New York, où elle pose pour Helmut Newton dans des décors urbains crus, apprenant la dure loi des mannequins.
régime draconien, nuit blanche et rivalité voilée. Ces podiums, analysés comme un baptême du feu, forgent en elle une résilience professionnelle. Elle négocie ses contrats avec une fermeté inattendue, refusant les shootings nus pour préserver son intégrité. Les amours s'entremêlent à cette ascension. En 1989, lors d'une soirée arrosée au Buddha Bar, elle croise David Hallyday, fils rebelle de Johnny, dont le charisme rock'n'roll la captive instantanément. Leur idylle, passionnée et médiatisée, culmine en un mariage civil le 20 mars à Paris, suivi d'une cérémonie religieuse à Rouen sous les flashs des paparazzis. David, musicien tourmenté, lui offre un havre bohème. Des escapades en Corse, des studios d'enregistrement où elle pose pour des pochettes d'albums. Pourtant les ombres s'allongent. Les tournées incessantes de David creusent des silences, et Estelle, entre deux shootings à Milan, sent la solitude ronger leur nid. En 1995 naît Ilona, un rayon de soleil aux boucles brunes, suivi d'Emma en 1997, une petite fille aux yeux rieurs qui ancrent leur union fragile. Estelle, jonglant entre couches et contrats, ralentit sa carrière pour se consacrer à la maternité. Un choix qui la rapproche des racines familiales, des étés à Deauville, où elle apprend à ses filles à ramasser des coquillages, écho à ses jeux d'enfance rouennaises. Les années 1990 marquent un virage vers le cinéma. Après des rôles secondaires dans Les Nuits Fauves, 1992, elle explose avec Grosse Fatigue, 1994, aux côtés de Michel Blanc, où son interprétation d'une femme désemparée lui vaut un César du meilleur second rôle féminin. Ce succès, analysé comme une diversification salvatrice, lui permet d'échapper au carcan des podiums. Elle tourne L'Appartement, 1996, avec Vincent Cassel, explorant des rôles plus nuancés qui reflètent ses propres tiraillements intérieurs. Le divorce d'avec David, prononcé en 2002 après 13 ans d'union orageuse, la libère mais la blesse. Des batailles pour la garde des filles. Des tabloïds qui dissèquent ses larmes aux abords des tribunaux. En 2005, elle épouse Pascal Ramette, un cascadeur solide qui lui apporte stabilité. Mais leur relation, discrète et sans enfant, s'effrite en 2013, laissant Estelle face à une solitude choisie. Ces amours tumultueuses, vues sous l'angle d'une introspection, révèlent une femme en quête d'ancrage. Les passions fulgurantes cèdent à une maturité où l'amour se mesure à l'épreuve du temps. Cette période de transition personnelle infuse sa présence publique. En 2010, lors d'une interview pour un quotidien féminin, elle glisse « Les ruptures m'ont appris que l'élégance, c'est savoir se relever sans un pli. » Cette philosophie trempée dans les feux des passions prépare le terrain à une carrière plus sereine, où l'actrice émerge pleinement de l'ombre du mannequin. Année 2000, Normandie. Après le divorce avec David, Estelle Lefébure retourne aux racines rouennaises, acquérant une longère rénovée près de Dieppe, un refuge aux volets bleus où les marées du Chanel dictent le rythme des jours. À 40 ans, elle équilibre tournages sporadiques et maternité. Ilona, adolescente rebelle passionnée de mode, suit ses traces en défilant pour des marques émergentes, tandis qu'Emma, plus introspective, s'initie à la photographie, capturant les portraits maternels avec une tendresse instinctive. Estelle, pilier silencieux, les guide sans imposer. Des ateliers couture à Rouen où elles cousent des robes d'été, des discussions nocturnes sur les pièges de la célébrité. Ce retour aux sources, analysé comme un recentrage vital, lui permet de se réinventer. En 2005, elle lance une ligne de cosmétiques bio, inspirée des remèdes normands de sa grand-mère, qui se vend dans des boutiques éco-responsables. Le cinéma redevient un terrain fertile. En 2007,
elle incarne une mère protectrice dans Frontier, un thriller horrifique qui la sort de sa zone de confort, suivi de Chrysalis, 2007, où son rôle de femme fatale ravive les feux des années 80. À 45 ans, elle tourne Crossing Lines, 2013, une série internationale qui l'amène à Prague et Rome, mais elle refuse les rôles stéréotypés, optant pour des personnages complexes, comme la veuve résiliente dans L'origine du monde, 2001. Sa choix, vu comme une affirmation d'indépendance, reflète sa maturité. L'ancienne mannequin, jadis objet de désir, devient sujet narratif, explorant la féminité au-delà de la jeunesse. L'engagement familial culmine en 2015 avec le lancement de Speromare, une marque de maillots de bain éco-responsable cofondée avec des amants mannequins, où Ilona pose pour les campagnes, fusionnant héritage et innovation. Les années 2010 consolident cette stabilité. En 2018, elle publie un essai sur l'empowerment maternel, Mères en lumière, où elle dissèque les défis d'élever des filles sous les projecteurs, écoulant 30 000 exemplaires. Le mariage avec Pascal, dissous en 2013, laisse des leçons, une thérapie post-séparation qui l'aide à naviguer les relations futures avec sérénité. À 50 ans, lors d'une table ronde sur le vieillissement en mode, elle déclare « La beauté n'est pas un âge, mais une attitude forgée dans les épreuves. » Cette sagesse, ancrée dans les engagements familiaux, prépare le voile levé sur une idylle longtemps gardée secrète. Milieu des années 1990, Milan, les podiums de la Fashion Week résonnent d'applaudissements frénétiques, et Estelle Lefébure, au sommet de sa gloire mannequin, défile pour Versace dans une robe laméor qui épouse ses courbes comme une seconde peau. À 30 ans, elle est l'égérie par excellence. Contrat avec Lancôme, shooting pour Harper's Bazaar, où elle pose en Amazone normande sur les falaises d'Etretat, et apparition dans des clips de David Hallyday qui fusionnent art et intimité. Pourtant, derrière les flashs, les coulisses révèlent un glamour précaire. Régime hypocalorique imposé par les agences, nuits blanches à mémoriser des chorégraphies, et une pression constante sur l'image qui ronge sa confiance. En 1994, après une campagne pour Calvin Klein jugée trop osée, elle refuse un contrat majeur, invoquant une clause morale, un geste qui la marginalise temporairement mais affirme son autonomie. Ses coulisses, analysées comme un miroir déformant, exposent les doutes intérieurs. La mannequin, adulée pour son corps, questionne son identité au-delà des mesures standards, un questionnement qui la pousse vers le cinéma comme exutoire créatif. Les doutes s'amplifient avec la maternité. En 1995, enceinte d'Ilona, elle interrompt ses défilés pour une pause bienvenue. Mais le retour postpartum en 1996 la confronte à des critiques sur sa silhouette changée, la forçant à des entraînements intensifs pour retrouver sa ligne. David, absorbé par sa carrière musicale, offre un soutien distant, et Estelle, isolée dans leur ville à Corse, confie à une amie « Être mère mannequin, c'est marcher sur un fil entre fierté et sacrifice. » Cette dualité infuse ses rôles. Dans Grosse Fatigue, elle incarne une femme au bord de la crise, un écho à ses propres tourments. À 40 ans, le divorce avec David en 2002 amplifie ses introspections. Des mois de thérapie où elle dissèque les rôles genrés imposés par la mode, menant à une pause de 2 ans des podiums pour se recentrer sur les filles. En 2004, un comeback avec une campagne pour Hermès marque un renouveau. Elle pose en mère globe-trotteuse, un narratif qui humanise son image et booste les ventes. Les années 2010 voient ses doutes se muer en force. À 50 ans, elle lance Orahe,
une ligne de soins anti-âge inspirée des herbes normandes, qui cartonne auprès des trentenaires soucieuses de aussi naturalité, générant des millions en chiffre d'affaires. Ce pivot entrepreneurial, vu comme une réappropriation, transforme les insécurités corporelles en empire bien-être. Des pop-up stores à Rouen, où elle anime des ateliers sur l'acceptation de soi, des partenariats avec des influenceuses qui vantent sa routine Lefébure. Pourtant, les ombres persistent. En 2015, une polémique sur un Photoshop excessif dans une pub pour sa marque la force à une déclaration publique sur l'authenticité, un combat qui résonne avec ses doutes d'adolescente. L'analyse de ses coulisses intérieures révèle une trajectoire d'émancipation. Le glamour, loin d'être une prison dorée, devient un terrain de conquête où Estelle négocie son pouvoir, pavant la voie à des engagements plus profonds. Ses luttes personnelles se prolongent dans des collaborations inattendues. En 2017, elle co-réalise un court-métrage sur les mannequins seniors avec une amie documentariste, présenté au Festival de Deauville, où son témoignage sur les stigmates du métier émeut l'Assemblée. À 53 ans, lors d'une keynote au Salon Beauty Paris, elle affirme « Les rides ne sont pas des ennemis, mais des cartes de route. » Cette évolution, forgée dans les doutes, prépare une révélation amoureuse qui, à 59 ans, illumine les recoins les plus intimes de son parcours. Début des années 2000, Corse. La villa familiale des Hallyday, perchée sur les falaises d'Ajaccio, devient le théâtre d'un nouveau chapitre pour Estelle Lefébure, fraîchement divorcée mais unie à ses filles par un fil indéfectible. Ilona, née en 1995, grandit en petite tornade blonde, manifestant tôt un goût pour la scène. À 12 ans, elle pose pour des campagnes juniors, sous l'œil vigilant d'Estelle, qui négocie les contrats pour éviter les pièges qu'elle a connus. Emma, arrivée en 1997, offre un contraste apaisé, une enfant curieuse qui préfère les livres aux flashs, apprenant la photo avec un appareil argentique hérité de sa grand-mère. Estelle, entre deux tournages comme l'Opération du siècle, 2008, instaure des rituels normands. Des étés à Rouen pour cueillir des pommes dans le jardin familial, des discussions au coin du feu sur les choix de vie, où elle partage ses regrets de mannequinat précoce. Ces liens, analysés comme un contrepoids au tumulte médiatique, forgent une trinité résiliente. Ilona hérite de l'ambition, Emma de la sensibilité, et Estelle trouve en elle un miroir de sa propre évolution.